Bonjour Laurence Toubiana. En 2015, en tant que représentante spéciale du gouvernement français, aux côtés de Laurent Fabius, vous avez joué un rôle majeur pour définir l'architecture de l'accord de Paris et contribuer à la réussite de la COP 21. On est 8 ans plus tard. Quel regard est-ce que vous portez sur le respect de cet accord? Alors, le côté positif et qui fonctionne de l'accord de Paris, c'est que chaque pays, et c'était la première fois, se sent engagé dans cette réduction des émissions. Chaque pays se sent vraiment dans une réflexion qui pose que le changement climatique comme un risque majeur, tant du point de vue des impacts d'aujourd'hui que des impacts futurs, et affiche, par exemple, des objectifs de neutralité des gaz à effet de serre en 2050 ou peu de temps après. Donc ça est positif du côté de l'engagement. En même temps, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'il y a d'une part le problème de l'accélération de l'action qui ne vient pas. On n'a pas eu un relèvement qui était attendu en 2020. C'était inscrit dans l'accord de Paris suffisant. On a bien sûr, et c'était un peu le filet de sécurité de l'accord de Paris, des entreprises, des collectivités locales qui se sont engagées dans des politiques de réduction des émissions. Mais tout ça ne doesn't add up, comme on dit en anglais, ça ne suffit pas pour les objectifs qu'on doit atteindre. Il y a beaucoup de de retour en arrière, de défense au fond d'un modèle fondé sur les énergies fossiles. Et ces jours-ci, on est en juillet 2023 et je suis frappée de voir comment les grandes compagnies pétrolières s'écoutent les unes les autres pour dire l'âge des fossiles n'est pas fini, au contraire, on en aura besoin, on en aura toujours besoin, et ce qui est évidemment une contradiction criante avec les objectifs qu'on essaie d'atteindre. Jean-Pascal, vous étiez en 2015 déjà vice-président du GIEC. Au fond, que retirez-vous de tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu de ce qui s'est passé depuis les accords de Paris? Alors, je suis d'abord très heureux que la communauté internationale se soit donné des objectifs clairs, hein, limiter le réchauffement, accroître la résilience par rapport au changement climatique, à la partie des changements climatiques qui est déjà là, et aussi financer tout ce qui doit être financé dans les pays en développement, avec un financement qui doit venir principalement des pays développés. Et donc, le cadre est clair, et ça, c'est très bien. Ce qui est tout de même très frustrant, et là je rejoins votre analyse, c'est que les décisions qui ont été prises jusqu'à présent ne sont pas encore à la hauteur des objectifs. Hein. Les émissions mondiales sont toujours en croissance, alors que le GIEC dit depuis des années qu'il faudrait atteindre un pic et puis redescendre très fortement, très rapidement. Les objectifs en termes d'adaptation sont loin d'être atteints aussi. Et alors, les objectifs en termes de financement, les promesses faites en termes de financement, parfois depuis 15 ans, hein, depuis le sommet de Copenhague, ne sont toujours pas tenues. Aujourd'hui, Laurence Toubiana, en tant que directrice de la Fondation européenne pour le climat, l'European Climate Foundation, quelles actions, à vos yeux, devaient être prioritaires face aux enjeux climatiques en Europe comme dans le reste du monde? Et ce qui me semble vraiment important, c'est ce mot de mise en œuvre. Et mise en œuvre, non pas en remettant à plus tard ces transformations profondes, mais en les inscrivant dans l'action quotidienne des gouvernements et dans des plans clairs et qu'on peut vérifier pour tous les acteurs de la société européenne. Alors, il y a évidemment des différences dans les différents pays européens, mais depuis notamment 2019, on a vu des progrès considérables être faits dans la législation européenne. Par exemple, dans le domaine de l'électrification du transport, on a des décisions très importantes qui vont intervenir en 2030, par exemple. Il y a aussi les objectifs en matière d'énergie renouvelable qui sont aussi très importants et qu'on atteint manifestement même peut-être plus vite que ceux que nous croyons, notamment à cause du besoin de se séparer de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Et enfin, un grand effort pour que tout ce qui est du domaine du bâti devienne très efficace du point de vue énergétique et au fond change la base de l'énergie. Et puis, c'est nouveau et très important, le secteur de l'agriculture, qui est aujourd'hui un secteur émetteur, alors qu'il pourrait très largement devenir au contraire un secteur qui contribue à stocker le carbone et à contribuer à la réduction des émissions que nous envoyons dans l'atmosphère.
Ces objectifs, ils ne sont pas contradictoires avec la lutte contre le changement climatique. Ce n'est donc pas un problème de choix. Il vaudrait mieux encore garder des fossiles pour se développer et puis on verrait après pour les pays en développement. Au contraire, c'est tout simplement un énorme problème d'investissement dans les bonnes technologies et dans les bonnes manières de faire. Et c'est là où l'Europe a un rôle majeur à jouer parce que ces investissements dont les pays en développement ont besoin de la solidarité internationale, ont besoin des investissements privés des acteurs économiques européens pour s'engager sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie qui ne les met pas, qui ne les conduit pas vers une catastrophe climatique plus tard. Et vous, Jean-Pascal, si vous accédez à la présidence du GIEC, au fond, quels seront qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans cette communauté qui est si importante pour le climat? Alors, le rôle du GIEC, c'est de conseiller au mieux les décideurs politiques, les acteurs économiques et finalement les citoyens du monde entier. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est accroître la pertinence de ce que le GIEC fait, l'utilité. Je pense que faire des rapports de plusieurs milliers de pages tous les 5 ans, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose que le GIEC doit faire. On doit pouvoir répondre aux attentes, aux besoins des décideurs qui ont parfois besoin d'informations très pointues, mais qui sont placées dans un contexte qui les aide. Et je suis convaincu que le contexte de l'agenda 2030, le contexte des 17 objectifs de développement durable, les changements climatiques, l'action climatique, c'est bien entendu l'un d'entre eux, mais tous les autres qui sont résumés sur mon pin ici sont importants. Le premier, l'élimination de la pauvreté, le deuxième, l'élimination de la faim, le troisième, une bonne santé pour tous, etc. Tous ces objectifs ont intérêt à être vus d'une manière synergétique, d'une manière holistique, ensemble, et je pense que si le GIEC arrive à montrer davantage quelles sont ces synergies, quels sont ces avantages à placer l'action climatique dans un contexte plus large, eh bien, il pourra être plus pertinent, plus utile, et l'action climatique va livrer des résultats qui font avancer les choses davantage. Parmi les éléments de contexte importants dont le GIEC doit être imprégné dans son travail, il y a les principes de la justice climatique. Je pense que reconnaître ce qui est reconnu dans la Convention, qu'il y a des responsabilités communes par rapport au climat, puisqu'une tonne de CO2, qu'elle soit émise à Tombouctou, à Paris ou à New York, a le même effet sur le climat, mais par contre, ce sont des responsabilités différenciées. Je pense que bien reconnaître cela et intégrer cela dans le travail du GIEC, je pense que cela aidera le GIEC à être encore mieux entendu par les décideurs du monde entier, parce qu'il est très important que le GIEC soit représentatif de la diversité du monde. Quel rôle est-ce que les Européens, Laurence Toubiana, peuvent jouer pour aller vers davantage d'équité? Il y a plusieurs dimensions dans ce que les Européens peuvent faire. D'abord, il y a une dimension politique. Et cette dimension politique, c'est de s'assurer que les voix des plus petits pays, des pays les plus vulnérables, soient entendues autant que les grands joueurs, si je puis dire, que les États-Unis, la Chine ou les pays émergents. Ça me paraît être quelque chose de très important parce que, d'une part, ce sont les pays les plus affectés et que c'est eux qui ont maintenu l'ambition, notamment lors de l'accord de Paris, mais qui continuent à le faire. Deuxièmement, je crois que l'Europe doit effectivement répondre à ce besoin international d'investissement. Alors, en mobilisant ses propres ressources, évidemment, il y a plusieurs possibilités pour cela, mais aussi en se faisant le champion de ces réformes du système financier international qui sont indispensables pour que les investissements nécessaires aillent dans les bons pays, dans les bonnes directions. Et vous, Jean-Pascal, comment vous voyez la contribution du GIEC à ces discussions sur l'équité? Vous avez parlé de différenciation, de responsabilité différenciée. Comme nouveau président du GIEC, qu'est-ce que vous feriez pour assurer cette équité? Je pense qu'il faut vraiment que le GIEC soit imprégné de ce contexte, le contexte de la justice climatique qui est absolument nécessaire, du contexte de la transition juste entre la vieille économie basée sur les combustibles fossiles et la nouvelle, plus respectueuse du climat, plus durable, qui arrive à ce que les 17 objectifs de développement durable soient réalisés. Et donc, c'est d'abord et avant tout un contexte dans lequel le travail du GIEC doit être fait. Mais c'est
aussi une manière de travailler, une manière plus inclusive, plus représentative de la diversité des savoirs, de la diversité des points de vue autour de la question du climat dans ce contexte. Et pour bien travailler sur ces questions-là, il sera essentiel qu'on ait une contribution plus importante encore des scientifiques, des sciences sociales, qui travaillent justement sur ces questions d'équité, de justice économique et d'inclusivité, de manière à ce que le GIEC soit pertinent pour tout le monde et qu'il puisse en fait être la voix du climat et la voix de tous ceux qui sont affectés par le climat, la voix de tous ceux qui travaillent pour avoir un mode de développement compatible avec un climat qui reste habitable, et donc faire du GIEC la voix du climat, la voix la plus inclusive possible, la voix la plus pertinente possible. C'est ça que je voudrais faire si je suis élu à la présidence du GIEC.